Je travaille donc pour AEC, Agence régionale du numérique. Je ne vais pas vous la présenter, je pense que vous en avez entendu parler depuis hier. Et en effet, dans ce job depuis bientôt 6 ans, en charge de la veille et de la prospective. Donc, pour faire simple, le monsieur qui a les antennes sur la tête et qui essaye de voir à peu près ce que le numérique est en train, va encore plus loin impacter sur la façon dont on monte des entreprises, des nouveaux business models, peut-être de nouveaux métiers, on le verra tout à l'heure, sur la façon dont on crée de nouveaux usages. Donc, une espèce de panorama régulier que je fais à travers notamment une conférence que vous connaissez peut-être qui s'appelle les signaux numériques. La dernière a été donnée en avril dernier, c'est le petit logo que vous voyez en bas, et qui essaye de sensibiliser des acteurs ici, qu'ils soient numériques ou pas, à ce que ça va finir peut-être par impacter dans les années à venir. Alors moi, mon métier, ça fait 5-6 ans que je fais ce travail de veille et de prospective, et j'avoue qu'il y a peut-être quelque chose qui serait intéressant à évoquer, c'est le fait au bout de 5 ans, c'est certainement le quotidien qui veut ça, mais la réalité du numérique aussi. Mais petit à petit, ça évolue vers une notion, je vais vous la faire simple, d'un job où je suis derrière un bureau à regarder sans arrêt sur mon ordi plein de sources d'infos, à essayer de les trier, de les analyser, de prendre le bon grain, de livrer ce qui serait de l'ordre de la boule de cristal ou ce qui serait de l'ordre du cohérent, en repérant ces différentes tendances. Et en lien avec le contexte où vous l'avez bien vu, l'Internet mobile, les usages qu'on a sur nos outils numériques, que ce soit nos usages personnels ou dans le monde de l'entreprise, ça a tellement évolué que petit à petit le besoin à la fois des boîtes du numérique, mais aussi de la plupart des champs d'activité, a été de plus en plus fort pour comprendre en quoi ces nouveaux usages allaient finir par impacter le métier. Donc j'ai l'impression que les acteurs concernés et intéressés par cette parole, entre guillemets, a évolué et de plus en plus, en tout cas côté AEC, on s'est retrouvé à parler avec des acteurs qui n'étaient pas forcément toujours nativement des acteurs auxquels on s'adressait, que ce soit des industriels, des gens du secteur de la banque, par exemple, qui, on va dire comme dans beaucoup d'autres secteurs, prennent le train en marche du numérique, mais sont encore un peu dans le flou de voir quels vont être les nouveaux usages de demain, quels sont les nouveaux business à monter pour devenir meilleur que le concurrent, ou tout simplement réussir à maintenir son activité. C'est le cas aussi dans le petit commerce, par exemple, comment le numérique peut aider à ça. Et donc, finalement, un job qui a de plus en plus un rôle de... ce que je mettrai en lien avec un métier qui existe déjà, qui s'appelle Creative Technologist, c'est-à-dire quelqu'un qui a une vue suffisamment vaste sur toute la chaîne, un peu d'infrastructure, mais surtout sur la réalité des usages, les différentes tendances, avoir une vue mondiale de ce que font les Google et machin à un bout, mais aussi les gens du territoire et les startups du territoire, pour pouvoir commencer à prodiguer une forme de conseil à des entreprises qui souhaitent se transformer numériquement. Donc c'est à mon avis un vrai besoin qui va se faire sentir de plus en plus, c'est que les gens savent qu'ils doivent prendre le train en marche de la transformation numérique, ou ce que on l'appelle comme vous voulez, de leur révolution numérique, bon. Et ils savent qu'ils vont finir par être impactés par des acteurs numériques qui vont venir s'intéresser à leur propre marché, mais pour autant, ça a été tellement vite qu'on n'a pas forcément encore la culture, toutes les connaissances et le temps que des gens comme moi ont à disposition pour regarder tout ça. Donc, un job qui petit à petit va avoir un rôle de creative technologist dans le sens où on va demander finalement d'avoir la bonne idée pour d'autres. Et ça, c'est quelque chose que je sens de plus en plus arriver. C'est ce besoin de finalement être accompagné en effet pour savoir quelles sont les boîtes sur le territoire qui pourraient les aider à développer des solutions. Je ne sais pas, moi je vois des gens qui font du sans contact ici, NFC Interactive, donc je pense à eux, par exemple au service du commerce, etc. Il y a ce besoin-là, mais les gens ont aussi un besoin d'un conseil qui peut être prodigué par les boîtes, mais de plus en plus je trouve qu'il s'adresse aussi à des acteurs comme nous, pour les aider à mieux maturer les idées qu'ils pourraient avoir, quelles pourraient être réellement ces opportunités. En tout cas, c'est la façon dont moi je vis l'évolution de ce métier. Je ne viens pas du tout du monde des technologies. J'ai une formation en géographie, en aménagement du territoire, en système d'information géographique.
chose que j'ai, comment dire, on va dire, prodiguée d'abord pour le secteur culturel, en région Poitou-Charentes beaucoup et pour le ministère de la Culture, mais des compétences en observation, en veille, en analyse, etc., qui ont fait que, y compris pour le numérique, ça pouvait être sympa. Et puis le numérique m'a rendu complètement dingo, c'était tellement intéressant que je me suis bien mis dans les chaussures. Tout ça pour dire que pas un profil du tout technologique à la base, mais plutôt un profil sciences humaines, humanité, une vision, à mon avis, assez transverse, qui vient de la géographie et de l'aménagement du territoire, pour essayer de bien comprendre comment, par exemple, le numérique peut impacter une grande diversité de choses et comment reconnecter tout ça. Donc tout ça pour dire que finalement, on peut se mettre à être dans des métiers, accompagner des acteurs sur le numérique, tout en n'étant pas forcément nativement techno, que c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie et beaucoup de passion, de quoi qu'il en soit, mais que finalement les besoins que vont avoir aussi les entreprises demain de transformation, que ça soit du numérique ou pour plein d'autres choses, on parle toujours de la façon dont elles vont changer leur culture, dont elles vont changer leur organisation, dont elles vont changer leur process, dont elles vont accepter le changement, dont elles vont comment dire, anticiper des nouvelles formations et de nouveaux métiers. Donc ce ne sont pas fondamentalement des processus technologiques, mais plutôt des processus d'accompagnement au changement. Et je pense que ça, c'est un des gros pans, évidemment, des métiers qui s'offrent demain dans cette révolution digitale, c'est cet accompagnement au changement. Et je ne l'avais pas du tout prévu, mais ça va me permettre de faire une bonne transition sur d'autres éléments. Ça va, vous dormez pas? Non, c'est bon? Vous êtes réveillés? Vous n'avez pas mangé de poisson? Tout va bien? Alors on continue. Sur la dernière conférence que j'ai donnée, il y avait une partie que j'avais appelée, un hashtag que j'avais appelé à qui le tour. Pour ceux qui ne savent pas, hashtag, c'est sur les mots-clés qu'on passe sur Twitter. C'était évidemment un jeu de mots plus ou moins bon sur le fait que qui, dans les secteurs d'activité qu'on connaît aujourd'hui, vont être demain impactés par le numérique et voir éventuellement leur business très fortement grignoté ou encore plus fortement mis à mal par des acteurs du numérique. Exemple le plus connu, Uber avec les taxis, Airbnb avec le monde de l'hôtellerie, et si on revient encore plus loin, les gens qui ont développé des algos de compression pour faire du MP3 à la place de la vente de disques. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui, ce numérique il nous met face à un truc, c'est qu'il n'y a plus grand monde qui est potentiellement à l'abri de ce qu'on appelle la disruption, autrement dit le fait qu'un acteur vienne complètement modifier une chaîne de valeur sur un marché, sur un business, et qu'ils mettent à mal à peu près nouveaux acteurs, ou en tout cas qui deviennent, qui mettent, comme on dirait, le loup a mis un pied dans la bergerie. Non, c'est pas ça l'expression. Bon, enfin, c'est pas grave. Donc une partie qui se permettait de dire attention, faisons attention, y compris en Aquitaine, à qui le tour bientôt. Et peut-être que sur les métiers, il y a un certain nombre de métiers eux-mêmes qui vont être impactés demain, qu'ils soient numériques ou pas numériques. Et je commençais par une slide, alors désolé pour ceux qui étaient déjà aussi au numérique, je vais vous en refaire un petit bout. Arrêtons de former au métier d'hier. Alors ça c'est bien beau de le dire comme ça, mais c'était pour m'appuyer sur une statistique, et que maintenant je commence à ressasser depuis pas mal de temps, depuis au moins une bonne année. La statistique a beaucoup tourné sur les réseaux en se transformant petit à petit. Mais la statistique initiale, c'était de dire que sur une étude du ministère du Travail américain, ils anticipaient que 65% des écoliers qui sont aujourd'hui dans les écoles auront demain, une fois diplômés, des métiers qui n'existent pas aujourd'hui. Alors cette statistique, elle est peut-être à prendre un petit peu, à tordre un petit peu, dans le sens où c'est peut-être pas complètement des métiers qui n'existent pas du tout, mais en tout cas c'est des métiers qui auront subi de très 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 grandes transformations. Il faut voir qu'il y a une chose, c'est que si on se projette à 2030, c'était la date que j'évoquais, on voit aujourd'hui ce genre de choses. Au-delà du jeu vidéo, on voit des offres, alors je vous l'accorde, il n'y a pas grand monde qui a encore ça dans son salon, mais qui permettent à des enfants, à partir d'un logiciel où on récupère des modèles 3D dessus, d'imprimer en 3D des jouets. Alors,
Ok, ça coûte encore un peu cher, le logiciel n'est qu'en anglais pour l'instant, donc essayez pas d'aller le télécharger et de le faire avec votre enfant de 5 ans, mais ce que ça nous dessine quand même, c'est des nouveaux usages complètement différents, y compris pour des jeunes publics, sur la façon dont ils vont être créatifs, acheter, modeler des choses, remixer des choses, y compris leurs propres jouets, et que donc, même si cet exemple-là est peut-être pas la panacée demain, on est quand même sur des changements profonds dans la façon dont, y compris des jeunes enfants, vont jouer, s'amuser, avoir une relation au numérique très tôt, et que donc il ne sera pas question dans 10 ans de penser encore à des problématiques de bureautique, puisqu'on a des enfants qui auront été habitués à des interfaces extrêmement bien fichues, extrêmement fluides, pour finalement une pratique de leur quotidien qui est leur quotidien d'enfant. Donc ça c'est quelque chose qui va évidemment s'accroître, ça sera peut-être pas que sur l'impression 3D, ça sera peut-être sur d'autres choses. Mais en tout cas cette relation avec un numérique toujours sous-jacent, qui vient fluidifier, qui vient accélérer, qui vient simplifier, qui permet de partager, ce genre de principes-là, on va certainement pas les perdre du jour au lendemain. Et ça va contribuer à les faire évoluer. J'ai déjà pris 12 minutes de mon temps, c'est dingue. C'est dingue. Alors j'arrête de parler des gosses et on passe à autre chose. Donc pour vous dire que finalement quand on parle des jobs à 2020-2030, on parle aussi des enfants nés en début des années 2000 et qui vont grandir avec ce sort de choses, avec des objets connectés que vous voyez de plus en plus nombreux, même si tout le monde n'a pas encore chez soi. Je passe, job en danger, ça ne sert à rien de vous le dire, il y a plein de jobs qui sont remis en cause aujourd'hui par le numérique, que ce soit des jobs sur la vente, sur le conseil, sur la logistique, des métiers aussi qui sont purement sur des processus intellectuels, hein, les métiers de rédacteur de contenu par exemple, de rédacteur de contenu sportif. Il y a de fortes chances qu'on voit de plus en plus des choses s'automatiser, y compris dans la façon dont elles sont écrites ou dans la façon dont des textes sont ensuite retransmis en texte. Donc plein de métiers sont en danger. Et je vous invite, j'aurai pas le temps de le faire maintenant, à aller voir les travaux de Thomas Frey, qui est un futurologue américain qui travaille au Da Vinci Institute, vous le voyez, c'est marqué là, qui écrit des papiers plutôt cohérents, hein, c'est pas de l'ordre de la boule de cristal, c'est quand même des choses cohérentes sur des jobs qui sont vraiment en danger pour demain. Les livreurs aussi, par exemple, ou en tout cas les formes de livreurs qu'on connaît aujourd'hui, et des métiers qui n'existent pas encore et qu'on trouvera certainement demain. Donc j'invite à aller voir ces listes, et puis à bien les regarder pour éviter de former vos enfants à ce genre de choses, ou en tout cas qui se disent si je veux devenir ça, il faut que je l'envisage peut-être d'une façon autre. Donc pour dire qu'il y a quand même pas mal de spécialistes qui disent qu'en effet on va perdre un grand nombre d'emplois, que l'automatisation, la robotisation, la fluidification que le numérique entraîne dans les processus va faire disparaître des jobs, mais va aussi demander à ce qu'on soit formé à de nouveaux métiers, mais surtout aussi à de nouveaux types de compétences, ou en tout cas de valoriser des compétences qui existent peut-être déjà, mais qui seront encore plus nécessaires demain. Et nous voilà Thomas Frey qui nous fait des listes sur des compétences à chercher demain. Je ne sais pas si aujourd'hui, quand vous faites des annonces ou si vous êtes des gens qui cherchez des jobs, vous pensez à ce genre de thème, mais à par exemple des gens qui vont être capables de savoir comment on démantèle une industrie au mieux, comment on gère des crises, comment on optimise des processus, comment on pense en termes d'expansion, comment on pense en termes de transition. Donc des compétences qui sont liées davantage à des postures, à une façon d'envisager l'organisation et une culture dans l'entreprise, où le numérique est au service de tout ça, les jobs dont vous avez parlé depuis hier sont au service de tout ça, mais où finalement il y a aussi une valeur purement intellectuelle et organisationnelle sur des compétences qui seront fortement recherchées. Et on le voit bien aujourd'hui dans la façon dont les moteurs de recherche, par exemple, d'emploi sont en train d'évoluer, on ne sera plus demain que dans un moteur de recherche qui regarde votre CV, etc., mais des choses qui essaieront à travers les traces que vous aurez laissées dans votre CV, sur les réseaux sociaux, sur ce que vous voudrez bien lâcher à ces moteurs de recherche, qui permettront de vous appréhender en tant qu'individu et potentiel travailleur d'une manière différente. Donc là, je vous avoue, je ne parle pas fondamentalement des métiers numériques en eux-mêmes, mais plutôt du contexte dans lequel ces métiers numériques vont venir s'inscrire. Voilà. Donc voilà, des anglicismes à foison, hein, je suis désolé, j'aurais pu traduire.
Il me reste 4 minutes 54. Un peu plus. Bon, très bien. Donc ça, c'est ce que j'étais en train de vous dire. C'est un exemple américain, Clearfit, mais on a des exemples en France qui nous montrent qu'on va aujourd'hui au-delà du CV et que la façon dont on cherchera un potentiel candidat, elle ne se fera pas nécessairement. Évidemment, elle se fera quand même sur ses références, sur le nom de son école, etc. Mais elle se fera aussi sur des éléments contextuels qui seront en tout cas davantage quantifié en amont d'une rencontre ou d'un entretien, ce qui fait qu'on sera finalement peut-être mieux préparé avant de faire passer un entretien à quelqu'un. On a des acteurs, là j'ai montré un acteur américain, mais on a des acteurs aquitains qui pensent et qui travaillent là-dessus. Je pense à des gens comme Joby Joba, qui justement, je ne sais pas si vous en avez dans les Vie ma vie, des gens qui sont de chez Joby Joba, mais si je me souviens bien, dans les profils qu'ils recrutent, ils commencent à recruter justement des profils de gens qui sont anglais, data science, mais aussi des gens qui viennent plutôt de la bioinformatique, qui ont des compétences vraiment particulières d'autres domaines, mais qu'on met aujourd'hui à profit de la recherche d'emploi, pourquoi pas. Et puis sur la partie aussi niche, comme je disais tout à l'heure, comprendre où trouver les emplois, la façon finalement de trouver des jobs, un peu comme dans la réalité, c'est vrai, mais là c'est un exemple avec Kudos qui est très lié finalement à la façon dont on va se recréer aussi de nouveaux réseaux ou de nouvelles niches pour trouver de l'emploi, mettre en valeur ses compétences et créer de nouveaux canaux de mise en relation qui vont finalement se démultiplier parce que ce type d'appli va proliférer. Elles vont pas forcément toutes continuer à exister, leur modèle économique ne tiendra pas forcément, mais ça, le numérique engendrera toujours ça, cette diversité, cette granularité dans la façon dont on peut accéder à la recherche d'emploi potentiellement. Et puis, ça va être peut-être mon point de conclusion. Je vous invite à aller voir sur SlideShare la présentation des signaux 2015 que vous pourrez retrouver en intégralité. Mais au fur et à mesure de l'intervention, en fait, je mettais des espèces de jobs d'avenir ou de jobs en danger. Ça, c'était un exemple de slide pour essayer d'envisager qu'est-ce que pourraient être des métiers de demain, peut-être avec des nouveaux termes, ça ne veut pas dire que c'est des métiers complètement neufs en soi, mais qui vont peut-être être recherchés. Et là, je partais d'un exemple qui est la façon dont aujourd'hui le foot allemand est géré à partir de statistiques et la façon dont on quantifie les performances des différents joueurs. Aujourd'hui, une équipe allemande, elle se fait plus forcément au doigt mouillé ou à la connaissance de pros qui sont dans le secteur depuis 40 ans à qui on donne pas la leçon. Elles sont aussi par un traitement statistique parce que les joueurs sont quantifiés et parce qu'on peut faire de la corrélation intéressante entre les capacités des joueurs, la position de l'un, potentiellement du coup est-ce qu'il est trop payé, etc. Et j'en passe. On arrive à ce niveau de scientifisation, ça se dit pas ça, mais ça peut être à l'occasion d'inventer un mot, de scientifisation des processus qui vont nous amener peut-être à des jobs comme ça. C'est-à-dire que demain, peut-être que dans une agence de travail, comment on appelle ça, par intérim, que j'ai appelé Girl Power par exemple, on aura peut-être des gens qui seront sur des jobs où on sera plus non plus sur comment on trouve du travail à l'un ou à l'autre, mais vraiment comment on identifie vraiment bien comment la somme de ces individus permettrait de créer la bonne équipe, donc de créer une nouvelle valeur avant même qu'on ait recruté ces équipes-là. Voilà, donc c'est un exemple parmi plein d'autres dans la présentation. Il reste 1 minute 10. Donc je vous propose, avant qu'on passe au prochain intervenant, si jamais vous avez des questions, pas hésiter, on a au moins le temps pour une ou deux. Alors moi j'ai une question. Je vais poser la question. Donc ça, c'est des jobs d'avenir. Est-ce qu'aujourd'hui, en termes de formation, les instituts de formation, les organismes de formation, les universités commencent déjà à former à ces métiers-là? Est-ce qu'ils les ont? Est-ce que dans leur viseur, finalement, ils ont déjà ces jobs, enfin ce travail-là dans leur viseur? Ou est-ce qu'il y a quand même une déconnexion totale entre la réalité de la formation aujourd'hui et ces jobs? Je ne pense pas avoir un regard suffisamment vaste pour donner une réponse définitive. Par contre, je peux plutôt m'appuyer sur des Vie ma vie que je vois passer de temps en temps au quotidien, et par exemple sur des data scientists, ou alors des papiers qui étaient plutôt il y a 1 an et demi, 2 ans, mais où finalement ces gens avaient des formations qui étaient assez classiques et qui disaient que d'eux-mêmes, par leur énergie,
par leur réseau, par le conseil qu'ils auront eu et la sensibilisation qu'ils auront eu, ils deviennent des moutons à 5 pattes. Que fondamentalement, ils n'ont pas été formés pour être des moutons à 5 pattes, mais que les besoins du marché et le besoin de se différencier par rapport à la concurrence, parce que sur la data science, il y a 1 an et demi, il n'y avait pas un nombre de formations dingue en France, il n'y en a toujours pas un nombre dingue. Pour avoir le bon job chez Airbnb ou Uber et quitter l'endroit où on a été formé, il fallait avoir cette capacité-là. Et donc cette capacité à se transformer en mouton à 5 pattes, ce que ça dit un peu dans ma présentation, je ne suis pas sûr que ça soit parfaitement intégré et ce sera un peu difficile. Par contre, je pense que là, y compris la tenue du forum en lui-même, nous démontre qu'on a passé un cap dans la compréhension et dans la prise en compte de toutes ces problématiques-là. Voilà. Alors, moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que on l'a remarqué dans les différents témoignages depuis hier, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de professionnels du numérique qui n'ont pas été formés directement à leur métier, c'est-à-dire qu'ils ont dans leur parcours, ils se sont formés, ils ont acquis de nouvelles compétences pour développer finalement des profils beaucoup plus variés. Et donc c'est un message aussi qui me semble important à faire passer, c'est que finalement les formations à l'heure actuelle, elles ne sont pas forcément cloisonnantes, c'est-à-dire qu'on peut faire une formation en sciences humaines, t'en es la preuve, et ce matin, on a eu plusieurs témoignages, et hier aussi, là-dessus. Et donc, c'est pas parce qu'on va faire une formation en sciences humaines qu'on se ferme les métiers du numérique pour autant. Ce matin, on a eu des témoignages qui disaient que finalement, la relation aux autres, l'empathie, était une part très importante dans leur quotidien, dans leur métier au quotidien. Et donc, ça, il me semble que c'est un message aussi important à faire passer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se précipiter forcément sur des formations qui sont très pointues, très numériques. On peut aussi se laisser finalement un champ d'études très ouvert, avec, si on est motivé, si on est intéressé par le numérique, avec se réorienter vers des métiers du numérique plus tard. Donc, comme Antoine l'a proposé, si quelqu'un veut intervenir dans la salle, poser une question, il ou elle est la bienvenue. En appuyant sur le petit bouton qui est situé en face de vous, vous allumez votre micro. On va faire quelques petits échanges pendant quelques minutes si vous avez des questions soit sur le métier d'Antoine ou soit sur les métiers qu'il a présentés. Non? Marcel, une question? Non? Si, Marcel, une question. Mais non, mais ce n'est pas une question. Marcel Desvergnes. Ce n'est pas une question, mais c'est une remarque. Depuis ce matin, j'éprouve un certain plaisir à écouter, et vous avez raison, Eric, de dire ça, c'est-à-dire que chacun se présente, en quelque sorte, et pour nous donner, au fond, des entrées par rapport à ces nouvelles professions, pour pouvoir participer comme étant, effectivement, et on le sait bien, on va y revenir tout à l'heure, des professions absolument essentielles à l'évolution de la société, le moment où les gens s'expriment pour expliquer d'où ils viennent. C'est intéressant parce que ça démontre tout simplement, et Antoine en est un parfait exemple, alors on se connaît depuis un certain temps bien sûr, et je m'en honore, mais ça veut dire que formellement, les mécanismes d'aujourd'hui, et alors je le fais exprès vu mes cheveux, du temps où nous avions, comme on appelait des filières, des mécanismes, alors aussi j'emploie les mots simples, verticaux en quelque sorte, qui font que, ben voilà, on prépare et puis on voit, et puis 20 ans, etc. Certes, on s'adapte. Tout ça, c'est terminé. Et moi, ce qui me frappe, et j'en profite par rapport à Antoine, puisque vous m'avez sollicité, que je ne peux pas faire ma sieste, très normalement, c'est le fait suivant, c'est que cette adaptabilité, en fait, à des situations qui, sans arrêt, fonctionnent, bougent. Ben, on en a eu plein d'exemples depuis ce matin. Je n'ai pas le souvenir que quelqu'un se soit en définitive formé exactement pour arriver au moment où il vient de nous exprimer ce qui se déroule aujourd'hui. Et Antoine en est un parfait exemple. Je pense qu'au début, Antoine, quand vous êtes arrivé à l'AEC, il y a quelques années, franchement, vous aviez une appétence, certes pour comprendre ce qui se déroulait un peu dans ce monde, mais c'est au fur et à mesure de tous les contacts, les rencontres, les absorptions en quelque sorte des compétences des autres que vous êtes devenu compétent. Vous voulez dire que je phagocyte les... Non. Oui, vous avez raison.
Merci. Une autre action, on passe au témoignage suivant.